tout le monde. Tout d'abord, je tiens à féliciter l'IHOI, un projet que j'ai suivi depuis 2018. Jusqu'à maintenant, j'ai vu l'évolution. Félicitations, cher David, et toute l'équipe de l'IHOI, parce que c'est un beau projet qui, je pense, nécessite beaucoup d'appui et de vulgarisation. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'état des lieux de l'exploitation scientifique des fonds iconographiques de la Bibliothèque nationale de Madagascar. La Bibliothèque nationale de Madagascar, une petite historique, on va dire, a été créée dans les années 60, tout précisément en 1961. C'était une bibliothèque nationale juste après l'indépendance d'ailleurs de 1960. Le décret initial c'était en 1961, mais ça a été il y a eu plusieurs évolutions, et quand Gisèle Rabessal a pris le ministère de la Culture dans les années 80, elle a mis en place la Bibliothèque nationale dans son site actuel en 1982, où on trouve le site actuel de la Bibliothèque nationale. Donc, depuis tout ce temps, il y avait beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions et de recrudescence. Dans les années 2000, on a vu juste des bâtiments avec beaucoup de richesses documentaires à l'intérieur, mais qui étaient mal conservés et pas assez de vulgarisation et de diffusion. Donc, dans les années 2000, le bâtiment était quasiment vide, utilisé en grande partie par le ministère en charge de la culture. Et dans les années 2018, la fréquentation de la Bibliothèque nationale tourne autour de 70 à 80 par jour, de personnes par jour, parce qu'il n'y avait pas vraiment de structure de la Bibliothèque nationale, mais c'était une direction... C'était une direction des bibliothèques qui existait. La Bibliothèque nationale était donc un petit service dans cette direction. Donc, quand le régime actuel a intégré le pouvoir avec la ministre actuelle en place, nous avons constaté que c'est très triste pour un pays, pour Madagascar, et qu'il y a beaucoup de richesses documentaires qui méritent d'être valorisées, qui méritent d'être diffusées et bien évidemment conservées pour la génération future. Et c'est à partir de 2019 que nous avons pensé à mettre en place la nouvelle structure de la Bibliothèque nationale, qui a été approuvée en Conseil des ministres, Conseil de gouvernement en 2020. D'où donc la mise en place de la nouvelle structure Bibliothèque nationale de Madagascar que nous trouvons actuellement. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette nouvelle structure? En fait, c'est la Bibliothèque nationale, la mise en place de la Bibliothèque nationale en tant que structure de conservation, de promotion et de valorisation des documents écrits, des documents iconographiques, la régulation et le développement de la chaîne du livre, et bien évidemment tout ce qui tourne autour de la lecture publique. Donc maintenant, Madagascar peut se réjouir d'avoir une structure qui s'occupe de la lecture publique, de la coordination et le développement de la chaîne du livre, mais aussi et surtout une nouvelle politique de conservation, de promotion et de diffusion des documents écrits et des documents iconographiques. Donc ma présentation va se focaliser surtout sur tout ce qui est fonds iconographiques. Donc il y avait dans cette réorganisation, il y avait plusieurs fusions et restructurations, dont une fusion de l'Agence nationale TARJ, anciennement appelée MadPress, qui était initialement qui avait la vocation d'agence de presse nationale, mais depuis une vingtaine d'années qui assurait la collecte des fonds des images, surtout de Madagascar,
et à la Bibliothèque nationale, il y avait bien évidemment les fonds importants, fonds iconographiques importants, et donc il y avait cette fusion-là, d'où la création d'une autre structure pour l'agence de presse, et tout ce qui concerne l'image et les photos ont été donc fusionnés à la Bibliothèque nationale au sein du département du fonds iconographique. Donc nous avons recensé actuellement, nous avons plus de 500 000 documents iconographiques confondus, dont environ 60 000 documents numérisés. Et à partir de cette réorganisation, de cette réforme, on recense, nous pouvons dire que nous sommes le centre de documentation le plus fréquenté de la capitale, parce qu'on recense dans les 3 sites où nous sommes, on recense à peu près 700 jusqu'à 1000 personnes par jour de fréquentation. Quels sont les types des fonds iconographiques disponibles à la Bibliothèque nationale? Comme je disais tout à l'heure, parce que c'est le département des fonds iconographiques, c'est la fusion de plusieurs structures, dans l'ANTA, l'Agence nationale Taraj, anciennement appelée MADPress, et la Bibliothèque nationale, où on avait donc bien évidemment des photographies, des cartes postales, les estampes, les gravures, mais beaucoup de dessins et de cartes géographiques également. Nous avons encore des plaques de verre qui sont encore conservées à la Bibliothèque nationale, et beaucoup de clichés négatifs qui sont présents aussi, même si on a du mal à les conserver, que je développerai dans une autre partie tout à l'heure. Donc, ma présentation va se focaliser sur l'exploitation scientifique des fonds iconographiques. Donc, nous avons pris quelques domaines qui suscitent l'intérêt des chercheurs. Tout naturellement, il y a les chercheurs qui sont intéressés par l'histoire. On a un fonds important sur l'histoire, bien évidemment, parce que les fonds qui sont conservés à la Bibliothèque nationale, ce sont des fonds iconographiques datant de près de 1890 jusqu'en 1992, et à défaut de structure peut-être, il y a un vide de conservation de fonds iconographiques à la Bibliothèque nationale, c'est-à-dire de 92 dans les années 2000, hein, et vers 2015, on a recommencé à conserver les fonds. Mais ça n'exclut pas, bien évidemment, les fonds privés, les fonds familiaux qui sont dispersés un peu partout, mais je parle du cas des fonds de la Bibliothèque nationale. Donc, on a un fonds important sur l'histoire pour les chercheurs, pour éclairer sur les événements passés, les cultures, les sociétés. Là, par exemple, il y a deux photos sur le sabotage de la voie au 125e kilomètre de Mouramangue, de 20 mai 1947, et la proclamation solennelle de l'indépendance de la République de Madagascar le 26 juin 1960. Après, il y a la géographie. La géographie, on a un fonds également important et qui sont très très exploités, qui sont très très demandés par les chercheurs aussi pour voir le développement urbain, le développement rural, la croissance des villes. Là, par exemple, on a les trois photos qui nous montrent l'évolution de la place d'Andoual en 1875, le même parc qui est devenu un parc donc en 1934, et la place appelée Jean Laborde en 1950. Donc nous avons trié les photos justement pour montrer l'évolution, mais aussi des photos qui sont très demandées au niveau académique, à des fins académiques, et qui sont exploitées dans les recherches scientifiques. Ensuite, à part l'histoire, la géographie, il y a bien évidemment la sociologie.
les étudiants en sociologie, mais aussi pour ceux qui étudient, qui s'y intéressent à la société et les modes de vie. Là, nous avons sélectionné par exemple les moyens de transport, les charrettes datant de 1934, les premiers autobus de Tana, les taxis de chevaux, mais il y a aussi les modes de vie sur, par exemple, la culture du marché à Madagascar. Donc on a un fonds important aussi sur les marchés des différentes villes, avec les spécificités des différents marchés malgaches, où il y a beaucoup plus d'échanges, de relations humaines qui est ancrées dans la culture malgache. Et enfin, l'art et la littérature. Ces dernières années, on a beaucoup plus de demandes. On a beaucoup plus de demandes sur l'art et la littérature parce qu'il y a des jeunes chercheurs émergents qui s'y intéressent et qui nous demandent actuellement, ces derniers temps, des clichés, des photos sur l'art. Là, par exemple, il y a le lambe, l'étoffe de l'étoffe de soie, coiffure, toiture, donc tout ce qui s'y touche à l'architecture, la coiffure, les lampes, l'habillement. On a, ces dernières années, il y a beaucoup de demandes là-dessus, et les jeunes chercheurs qui s'y intéressent sont très nombreux. Donc, nous avons sélectionné ces quelques domaines, certes, mais il y a bien évidemment des domaines qui sont demandés, mais les plus demandés, ce sont ces domaines-là. Il y a par exemple, je pense par exemple à tout ce qui touche à le domaine je pense par exemple à tout ce qui touche les modes de vie et des pratiques culturelles également. Ce sont des photos que nous conservons, mais ces domaines-là, ce sont les plus demandés et les plus sollicités actuellement. Après, nous avons bien évidemment des difficultés. Les difficultés que nous avons, que nous rencontrons et que les chercheurs rencontrent, c'est l'état de conservation des fonds iconographiques, parce que la conservation actuellement s'effectue dans les armoires métalliques. Nous avons fait l'inventaire et les classements dans les albums physiques, donc que nous avons classés dans les armoires métalliques. Donc ça reste toujours une difficulté de conservation, parce que nous sommes conscients que la conservation n'est pas aux normes, et ça nécessite beaucoup de moyens justement pour pouvoir conserver au mieux les fonds iconographiques. Il y a aussi les difficultés à accéder aux fonds iconographiques, parce qu'on ne peut pas trop exposer nos fonds iconographiques, parce que, comme je viens de citer tout à l'heure, déjà la conservation c'est très très fragile, et donc l'accès à ces fonds-là sont très très limités, et ça nous mène à un manque d'outils pour faciliter la recherche, parce que les collaborateurs qui sont là ont du mal des fois à trouver les albums, les cotations de chaque document, même si on a fait quand même des efforts sur tout ce qui est inventaire, sur tout ce qui est classement. Et puis, nous avons quand même
Nous avons quand même des solutions, a mis en place des solutions sur la conservation et la numérisation à travers l'appui de l'IHOI sur la conservation et la numérisation des fonds, parce qu'on a réussi à numériser pas mal de documents à travers le projet, mais aussi à travers d'autres partenariats. Les formations des chercheurs, on donne petit à petit, on sensibilise les chercheurs sur l'utilisation des fonds iconographiques et la mise en place d'un système de recherche et d'accès aux fonds iconographiques. Et donc là, le dernier slide, ça ouvre à la présentation de ma collègue de demain, parce que sur le défi de diffusion des fonds iconographiques, là, nous avons mis en place la bibliothèque numérique, où il y a des postes et des fonds iconographiques qui sont conservés. Et juste à côté, il y a la ministre actuelle avec l'ancien ambassadeur de France, qui sont en train de regarder les tablettes numériques, les albums numériques, où sont stockés une partie des fonds numérisés. Donc ainsi s'achève ma présentation. Je pense que j'ai respecté les temps impartis. Merci pour votre attention.